s'entendre et pour bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, c'est bien le Café Presse politique sur Radio M. Le présentateur porte un masque, mais ce n'est pas Khaled Rani. Khaled Rani est absent, il est indisponible pour ce numéro. Dernière nouvelle, il serait parti à Douala soutenir l'équipe nationale contre le Côte d'Ivoire demain. Bon, c'est une explication qu'on peut donner. Karim Kébir, bonjour, merci de nous avoir rejoints, d'avoir laissé en chantier en plan tes responsabilités à Liberté, avec le bouclage d'aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Merci. Massim Blabbes, merci, marhaba bik. Merci. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous portons le masque aujourd'hui parce que nous sommes au cœur de la 4e vague. La situation est sérieuse, elle l'était depuis quelques semaines. Je vous poserai tout à l'heure la question sur la gestion de cette crise. Crise sanitaire, nouvelle accentuation de la crise sanitaire, pour avoir un peu votre point de vue sur sa gestion. Mais auparavant, on va aborder, comme c'est malheureusement souvent le cas dans le Café Presse politique, l'actualité de la répression. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un rendu, d'un délibéré du Conseil d'État au sujet d'un processus de dissolution qui doit toucher 2 partis agréés. Là, en 2012, l'UCP, présidé par Louis Zoubida Assoul, va beaucoup m'en vouloir, présidé par Zoubida Assoul, et l'autre concernant le PST, présidé par ou coordonné par Mahmoud Rachidi. Ils devront l'un et l'autre probablement connaître le résultat de cette procédure demain. En parallèle, il y a une mise en demeure contre le RCD. Donc, première question, à quoi vous vous attendez pour demain? On va commencer par le RCD. Est-ce que de ce qui s'est passé ces dernières semaines, vous vous attendez à ce que finalement on n'aille pas au bout du processus et qu'on ne prononce pas la dissolution de ces 2 partis agréés? Ou est-ce que vous redoutez quand même que la machine de la répression aille jusqu'à dissoudre ces partis légaux? Moi, je pense qu'à court terme, effectivement, l'administration, ou ce qu'on appelle le pouvoir en général, il va aller vers des décisions illégales. Je les appelle illégales parce que, s'agissant des partis politiques auxquels on reproche de ne pas avoir organisé des congrès dans les délais, je ne pense pas que c'est de tradition dans des pays démocratiques d'exiger d'un parti politique de tenir ces congrès dans les délais. À partir du moment où il n'y a pas de contestation, de protestation interne aux partis concernés, notamment de protestation qui viendraient d'éléments de la direction nationale, je ne vois pas le pourquoi d'une telle démarche auprès du Conseil de l'État, d'autant plus que nous sommes dans un pays qui a été habitué à voir des partis politiques ne pas tenir leur congrès dans les délais, et ça depuis 1989. Moi, je me souviens que durant la période du terrorisme, il y avait des partis politiques qui ont déprogrammé leur congrès dans 15 ans. Le FLN actuel, ils sont en retard dans l'organisation de leur congrès. Ils ont un retard de près de 2 années. Mais ils n'ont pas été inquiétés parce que c'est un parti du pouvoir. Il y a des partis politiques dont les dirigeants se sont retrouvés en prison depuis un certain nombre de mois. Personne ne les a inquiétés. Mais on voit très bien qu'il y a une cible. Ils ont ciblé les partis politiques qui siègent dans le PAD, donc dans le Pacte pour l'alternative démocratique. Ils avaient commencé déjà avec le PT. Ils ont été jusqu'à fomenter un congrès avec des éléments extra au PT. Par la suite, ils ont été vers le PST et le PT, bien sûr. Ils ont un problème avec le RCD. Le RCD, il est dans les délais, s'agissant de l'organisation de ces congrès, de ces réunions de secrétariat national, de ces réunions du Conseil national, mais ils sont dans une démarche de construction, de préfabrication d'éléments qu'ils voudraient utiliser plus tard contre le parti au niveau du Conseil de l'État, d'où les 2 mises en demeure qui nous ont été envoyées, la première en juin 2020, la deuxième depuis moins
moins d'un mois. Alors, moi, Le contenu est pratiquement le même. C'est la question que j'allais poser. Alors, mais je dis à court terme, mais il y a le moyen et le long terme parce que les Algériens ne resteront pas des bras croisés. Ils peuvent aller jusqu'à la dissolution de ces partis politiques, mais ils ne peuvent pas dissoudre un citoyen. Un citoyen qui décide qu'il a des droits, qu'il a un certain nombre d'actions qu'il peut entreprendre et qui sont permises par la loi, il ne doit pas baisser les bras. Moi, demain, il ne sera pas président du RCD, mais il reste un citoyen algérien qui va continuer à communiquer, à s'exprimer, à agir, à participer à des actions qui sont entreprises par des partis politiques, des associations, voire des groupes de citoyens. On peut quand même relativiser ce relatif optimisme, quand même, ce qui est attaqué, c'est le droit de s'organiser légalement. Et nous, on sait, on a beaucoup reproché au Hirak de ne pas s'être suffisamment organisé, ou pas du tout. Et le fait d'empêcher des réunions, parce que dans le cas de la dernière mise en demeure, c'est des réunions, et c'est des réunions sur des thèmes plutôt défensifs. C'était pour un processus de création d'un front de lutte contre la répression. Est-ce que réellement, on peut dire, comme le dit Mohsen Abbas, qu'il peut y avoir des solutions, mais ça ne va rien changer. Ça va être beaucoup plus difficile pour l'opposition, ancienne ou nouvelle, hirakiste ou pas, etc., de se concerter, de se retrouver. Je ne parle pas de cette période de la quatrième vague où il ne faut pas faire de réunion, c'est contre-indiqué du point de vue sanitaire, mais pour porter des projets alternatifs et pouvoir challenger le pouvoir sur sa feuille de route, les Algériens, les citoyens, si demain ils redeviennent juste citoyens, je prends Zoubida Assoul, elle disait, bon, ils vont m'enlever l'UCP, mais je vais continuer à militer. Est-ce que réellement, c'est quand même pas une atteinte qui peut affaiblir beaucoup l'opposition? Est-ce qu'elle peut affaiblir l'opposition? Je ne sais pas, mais en tout cas, culturellement, nous avons affaire à un pouvoir qui ne s'est jamais accommodé de l'opposition. Il n'a jamais accepté. Là, la petite parenthèse, à la fin des années 80, sous la pression populaire, parce qu'il y avait un courant à l'intérieur du pouvoir qui voulait aller à l'ouverture, mais en vérité, sur le terrain, il n'a jamais accepté l'opposition. Après, comment que ça a évolué, il a pu s'accommoder de ceux des partis, en tout cas, c'est-à-dire qui sont intégrés, je pense notamment aux islamistes, par exemple. C'est parce qu'ils ont accompagné d'une certaine façon toutes les orientations du pouvoir, ils sont intégrés, donc ils ont moins de soucis par rapport aux partis qui sont dans l'opposition. Et plus encore aujourd'hui, moi je viens de le dire, par exemple les partis du peuple, parce que dans la stratégie qu'ils ont adoptée vis-à-vis du Hirak, c'est d'empêcher à ce que le mouvement populaire ait des prolongements au sein des partis ou qu'ils organisent, qu'ils trouvent des formes d'organisation de ce mouvement. Donc il fallait casser, en tout cas ça a été toujours leur stratégie de casser. Donc c'est ce qu'ils ont, de mon point de vue, ils ont l'intention de faire, en créant des problèmes à pratiquement tous les partis qui sont dans le PAD, ils sont aujourd'hui visés d'une façon ou d'une autre. Après, est-ce qu'ils auront... Le porte-parole national du MDS est en prison, donc, effectivement. Et je peux faire, peut-être c'est un grand écart, mais en tout cas, j'ai l'impression aussi qu'il y a un soubassement idéologique par rapport à la guerre de l'arrêt du processus de 92. J'ai l'impression qu'à l'intérieur du pouvoir en ce moment, il y a une lutte idéologique où les forces conservatrices tentent un peu d'éliminer pratiquement tous les courants progressistes qui existent dans la société. Mais je vous dis, est-ce qu'ils vont réussir dans leur entreprise? Je ne pense pas, parce que de toutes les façons, même s'ils arrivent à dissoudre les partis, ils ne peuvent pas empêcher, en tout cas les Algériens, de continuer à se mobiliser ou d'être convaincus de la nécessité du changement. On sait que empêcher les réunions, c'est quand même quelque chose d'handicapant. Enfin, pour ceux qui ont fait de la politique avant l'ouverture de 88-89, il n'y avait aucune possibilité de tenir des réunions. C'était interdit parce qu'il n'y avait pas d'organisation en dehors de... Il y avait que les organisations syndicales étudiantes et quand on a créé la Ligue des droits de l'homme en 85, les fondateurs de la Ligue des droits de l'homme ont été emmenés en prison. L'association des Chouhada indépendante, la même chose, en prison. C'est un vrai enjeu d'organisation. Et aujourd'hui, je pose la question, est-ce que le RCD va continuer
d'accueillir des activités qui ne sont pas juste des activités organiques propres à celles du RCD. En réalité, ce n'est pas vraiment celui-là le problème des partis politiques, en tout cas du point de vue du parti que je préside. Moi, je considère que les conditions de l'exercice de la politique en général dans notre pays n'existent pas depuis longtemps et c'est aggravé, certes, depuis 2019, mais un parti politique, à partir du moment où on l'empêche de communiquer à travers les médias. Oui. Je vous interromps une seconde. Vous dites elles sont aggravées, les conditions se sont aggravées. Est-ce qu'elles ne sont pas quand même beaucoup changées? Moi, j'ai le souvenir, j'en parlais tout à l'heure, mars 2018, le Djil Jadid de l'époque, qui était dans l'opposition, a organisé à l'hôtel, à la salle Algérie sur des douches Mourad, un meeting où il annonçait que s'il y avait une candidature de Bouteflika pour le 5e mandat, ils allaient sortir dans la rue. Il y avait tous les leaders de l'opposition qui étaient présents, etc. Et quand on revoit le film, on se dit quand même, sous Bouteflika, en 2018, au printemps 2018, c'était possible d'avoir une activité comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Moi, y compris durant le règne d'Abdelaziz Bouteflika, je n'ai pas eu l'occasion de passer à la télévision publique algérienne ou bien à la radio publique algérienne. Je suis président du RCD depuis 2012. À ce jour, je ne suis pas passé sur les chaînes de télévision publiques et sur les radios publiques. Donc, et le vrai problème pour un responsable politique, c'est quand il n'a pas les moyens de faire parvenir son message en direction des populations. On sait que nous sommes en 2022, sans les médias, on a beau avoir un projet alternatif, mais ce projet alternatif, si on n'a pas une télévision, une radio, un journaliste à travers la presse écrite qui va venir vous demander parce qu'il faut en parler, même la presse écrite, il ne demande plus d'interviews chez les responsables politiques, notamment de l'opposition. Donc le problème, il est encore plus grave. Vous savez, nous sommes un des rares pays au monde où quand un parti politique veut organiser un congrès, eh bien, il doit suivre pendant des mois pour trouver une salle, parce qu'il n'y a pas de salle pour organiser un congrès. Les salles étatiques, souvent, ils nous sont refusés. En 2018, on était encore sous le règne d'Abdelaziz Bouteflika, on a été contraints d'organiser notre congrès sur 2 salles différentes, donc espacées d'un peu plus de 30 km. Donc on parle l'hôtel, comment il s'appelle, du côté de Mohammedia et Zerada. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements. Le vrai changement, c'est que moi, je me sens aujourd'hui, comme tous les Algériens, dans un pays où règne l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas pire insécurité que de se sentir chaque jour menacé d'une arrestation et d'un emprisonnement abusif. Aujourd'hui, c'est tous les Algériens qui sont de cette insécurité. Et souvent, on a plus peur de l'arrestation et de l'emprisonnement que comme on disait par le passé, d'un assassinat. Parce qu'à la limite, un assassinat, c'est définitif. Mais l'emprisonnement, c'est une souffrance pour la personne concernée, pour la famille, et bien sûr, c'est toute l'image du pays en général qui est salie. Donc, mais vraiment, c'est encore plus grave. Ça nous ramène à votre actualité. Vous avez été mis sous contrôle judiciaire pour une affaire vous allez nous en reparler. Vous considérez que ça rentre dans l'arsenal des pressions qui sont faites sur le Moi, sur je considère qu'il y a une cabale judiciaire contre ma personne. Maintenant, le contenu du dossier, il ne m'appartient plus d'en parler parce qu'à partir du moment où c'est devant les tribunaux, donc il y a le secret de l'instruction. Mais moi, de mon côté, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai déposé à l'époque une plainte auprès du Conseil de l'État. Et le Conseil de l'État, malheureusement, quand il a payé sa décision, donc il ne nous a pas orienté vers quelle institution qui est habilitée à trancher ce genre de conflit. Je peux toujours dire que du côté de l'Assemblée nationale, pour moi, l'affaire n'est pas réglée. En réalité, c'est une affaire que je ne vais jamais abandonner et les gens qui sont derrière cette cabale doivent le savoir. Je ne vais jamais abandonner cette affaire. Elle va rester dans les annales parce qu'il est déjà rentré dans les annales. C'est eux qui ont décidé d'en faire une affaire qui va marquer l'histoire de l'Algérie. Mais sinon, contrôle judiciaire, vous savez, je suis sur le contrôle du renseignement depuis un certain nombre d'années. Je suis surveillé par les services de renseignement de mon pays depuis des années. Il y a une voiture qui est stationnée en face du siège du RCD, au minimum depuis, en tout cas de mémoire, depuis mars 2020.
qui est le plus difficile, le contrôle الرقابة المخابراتية ولا الرقابة القضائية. Je préfère à la limite le contrôle judiciaire parce qu'au moins ça c'est légal, c'est devant un juge, j'ai signé, je me présente régulièrement. Voilà. Alors, Karim Kibir, est-ce que on va supposer que le processus va aller à son bout, qu'il va y avoir des dissolutions, que le RCD va encore être gêné, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui est en train de se dérouler. Il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan organique à la sortie du Hirak, pendant le Hirak. Il n'y a pas eu de nouvelles organisations. Celles qui ont tenté de se mettre en place, Islam Ben Atiyah, et on lui a interdit d'utiliser son logo et on lui dit que tu n'es pas légal. On a vu ce qui est arrivé à Hicham Khiyat et Sardine Hamidouche, 8 et 12 jours de garde à vue, heureusement pour à la fin être remis sous contrôle judiciaire, mais c'est une organisation politique. Est-ce qu'on peut imaginer une recomposition du champ politique avec de grands rassemblements, le pas de petit devenir un peu, est-ce qu'on peut l'imaginer? C'est une question que je devrais poser d'abord aux intéressés, mais je préfère avoir d'abord ton point de vue de journaliste politique et d'observateur. Est-ce qu'on peut imaginer avec cette opération-là de redistribution des cartes qui fasse que peut-être il y a de nouveaux cadres qui émergent, qui sont différents, avec des fusions? Moi, je pense, je sais pas moi, entre les six sionistes du FFS, le RCD tel qu'il est aujourd'hui, et le parti de Zoubida Assoul et d'autres partis, je pense que c'est un peu la même force politique. Moi, je pense la particularité du régime algérien, c'est qu'il est le seul dans le monde qui empêche à ce que la société s'organise et en même temps lui-même, il ne propose rien. C'est-à-dire tout ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'est des échecs. Je crois le bon sens. Le bon sens aurait été, après le Hirak, de laisser les Algériens débattre entre eux. D'ailleurs, ça c'est un problème. Nous sommes le seul pays où on empêche le débat. On ne veut pas avoir un avis contraire. Vous avez qu'à le constater dans les médias en tout cas. Donc on a tout fait déjà dès le début de Hirak, de tout détruire, de tout casser, d'empêcher justement cette organisation. Aujourd'hui on est dans une situation où il est même impossible. Les Algériens ne peuvent même pas échanger sur les réseaux sociaux. Vous voyez donc je ne vois pas comment on peut parler d'émergence. Les courants existent dans le Hirak, il y a de tout, hein, on a vu de tout. Mais le problème, comment cette organisation peut avoir lieu dans l'immédiat, moi personnellement je ne vois pas. Il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Ni sur le plan politique, ni au niveau médiatique, il n'y a pas. Il est impossible. Où vous allez le lancer? Où est-ce qu'on peut lancer le débat? Où est-ce qu'on peut s'échanger librement entre Algériens? Où? C'est quasiment impossible. On est dans une situation unique dans le monde où on empêche la société de débattre, d'échanger, de s'organiser. Les premiers temps du Hirak, on a vu, il y avait quand même des petits forums qui commençaient parce que les Algériens avaient soif de débat, avaient soif d'échange. Et ça, on a très vite fait de casser. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il est advenu de l'association Raj? Elle organisait des trucs devant la Grande Poste. On a vu le Nebni aussi. Que sont devenus ces forums? Justement, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait ce débat. On ne veut pas qu'il y ait des organisations. Il ne veut pas que la société s'organise. Donc, dans l'immédiat, personnellement, je ne vois pas. Mais après, certainement, même si on arrive à dissoudre les partis, mais l'émergence de ces courants, ou l'émergence de nouvelles figures, ou je ne sais pas, ne peut se faire dans un climat de fermeture. C'est quasiment impossible. Alors, on peut être d'accord avec Karim Kibir, c'est difficile à faire dans un climat de fermeture et de répression, mais on ne peut pas ne pas y penser. C'est-à-dire que le Hirak est passé par là, le RCD s'est montré peut-être sous un jour que des Algériens ne connaissaient pas, avec son positionnement très fidèle aux revendications populaires. Ça n'a pas été le cas de toute la classe politique, il faut bien le relever. Vous avez un congrès au printemps, par lequel d'ailleurs vous comptez céder votre fonction de président, ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du parti. Est-ce que la réflexion ne peut pas aller au-delà sur la refondation d'un courant politique plus large, avec d'autres acteurs, j'ai cité quelques acteurs, on peut en trouver d'autres, qui aillent un peu à la rencontre de la nouvelle donne politique, même si ça ne se fait pas maintenant sur le plan organique, j'imagine que c'est difficile, mais sur le plan de la pensée, est-ce que stratégiquement, ce n'est pas le moment d'y réfléchir?
Moi, je ne pense pas que ce soit difficile. En réalité, encore une fois, le problème n'est pas à ce niveau. On n'est pas dans la réflexion sur l'idée de construire une organisation encore plus large. Il y a moyen. En réalité, l'idée du PAD, déjà, elle rentre un peu dans ce cadre. Mais le vrai problème, c'est encore une fois l'absence des conditions de l'exercice et de la compétition politique. Vous avez, il y a même possibilité de faire en sorte à ce que plusieurs partis politiques, organisent un congrès pour sortir avec une nouvelle appellation, comme ça se fait un peu partout dans les pays démocratiques où les conditions de l'exercice et de la compétition politique existent. Dans notre cas, non. C'est-à-dire, même si on prenait cette initiative, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, la non-médiatisation, les mises en demeure du pouvoir, les pressions sur les cadres qui vont agir pour la création de ce cadre. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on le pense. Et ce que je voudrais dire... La volonté existe déjà. Enfin, là, c'est l'implémentation. Moi, je pense que la volonté existe parce qu'on a montré qu'il y a cette volonté depuis juin 2019. À partir du moment où vous aviez vu un certain nombre de partis politiques qui se regardaient en chaîne de faïence pendant des années. Au mois de juin 2019, ils se sont rencontrés, ils ont discuté entre eux, ils ont adopté des plateformes communes, ils se sont projetés ensemble, ils ont travaillé à l'élargissement. Cette dynamique a été stoppée encore une fois par le pouvoir. Vous savez que nous sommes la seule organisation qui a toujours été empêchée de se réunir. Le PAD n'a jamais eu, ne serait-ce que l'accord d'une administration d'un hôtel pour l'organisation d'une activité, contrairement à toutes les organisations qui ont été créées par la suite et qui n'ont pas été agréées, comme c'est le cas du PAD. Donc le pouvoir refuse. Peut-être, moi je me dis, il y a toujours un certain nombre d'acteurs dans le pouvoir qui pensent bien faire, mais ils se trompent. Ils se trompent parce que partout dans le monde, il y a l'histoire qui nous le dit. Les pays où c'est la dictature qui est en commande sont des pays instables, sont des pays colonisables, ce sont des pays qui ont été colonisés. Les pays qui connaissent une stabilité durable, souvent c'est des pays où la démocratie a été instaurée, l'état de droit a été instauré. Voilà. Alors on a toujours laissé entendre, il faut bien, mais je ne sais pas si c'est juste une manière d'essayer de nous rendre plus facile la projection dans l'avenir, laisser entendre que tout le monde au sein du pouvoir n'était pas d'accord avec cette feuille de route répressive de restauration, d'un autoritarisme qui va au-delà de l'avant 22 février, puisque en fait on est en train de revenir à l'avant octobre 88 avec cet empêchement d'exercer l'activité politique, l'empêchement de s'exprimer, etc. Est-ce que il faut encore donner du crédit à ceux qui disent qu'il peut y avoir des mesures d'apaisement et que, bon, on a entendu dire qu'elles allaient survenir à la fin de l'année. Et là, il y a une échéance qui arrive, c'est celle du 3e anniversaire du Hirak, du 22 février. Est-ce qu'on peut imaginer, Karim Kibir, qu'on revienne à nouveau à des mesures d'élargissement des détenus politiques et, par la même occasion, peut-être à arrêter ces processus contre le droit de s'organiser et le droit de se réunir? Bon, ça a été évoqué vers la fin de l'année. On s'est dit à chaque fois, à chaque rendez-vous, on s'est dit que peut-être cette fois-ci, il y aura un sursaut, du moins chez une partie du pouvoir, pour dire qu'on s'est trompé de chemin, donc il faut changer, et il faut de l'apaisement. C'est tout le monde qui appelle, en tout cas tout le monde, depuis longtemps, depuis 2019 en tout cas, combien d'initiatives, combien d'appels, en tout cas de personnalités, de partis, de regroupements, d'associations, tout le monde appelait à des mesures d'apaisement, mais on n'a jamais vu ces mesures. Mais pire encore, moi, quand je constate aujourd'hui que, pas plus loin qu'hier, 2 jeunes filles ont été arrêtées à Bouira pour des publications sur Facebook, moi je demande à voir réellement est-ce qu'on va vers l'apaisement. Parce que c'est lié, encore une fois, c'est lié à leurs problèmes à l'intérieur du système. On a l'impression qu'eux-mêmes, déjà, entre eux, ça ne marche pas bien. Et de là à dégager une vision stratégique pour l'Algérie, moi, honnêtement, je demande à voir. En tout cas, dans l'immédiat, rien, aucun signe n'est perceptible qu'il y aurait des mesures d'apaisement. Parce que de plus en plus, le pouvoir, il y a un raidissement. Honnêtement, moi, dans l'immédiat, je ne le vois pas en tout cas. Après, est-ce que ça dépend des rapports de force à l'intérieur du pouvoir, comment ça va évoluer? Personnellement, je ne sais pas.
Donc, il ne faut pas compter sur ça, Mohsen Labas, qu'il y ait à un moment donné, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. La raison elle est très simple. Pour moi, nous avons affaire à des dirigeants qui nous viennent du passé. On a l'impression qu'ils ont voyagé du passé pour venir nous gouverner. Donc, nous sommes en 2022. Ils sont en train de gérer le pays avec la mentalité des années 60. Le pire, c'est que c'est des choix politiques, parce qu'on sent qu'il y a de la conviction. C'est les gens qui ont décidé de repérer, de violer les lois au nom de l'État algérien. M. Tebboune l'a assumé hier dans son discours devant les militaires algériens. Il a dit carrément que nous avons fait le choix de renoncer à, en tout cas, un certain nombre de règles qui existaient, parce qu'on ne peut pas considérer qu'en Algérie, il y avait de la démocratie. Nous ne l'avons jamais connue. Mais en tout cas, il a assumé dans un discours qu'il faut, pour avoir un État fort, il faudra réprimer, il faudra emprisonner, il faudra empêcher l'expression libre. Donc c'est un choix politique assumé. Vous savez, au niveau de tous les centres de décision, c'est des personnes très âgées. Et c'est important d'en parler. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils me posent problème. C'est parce que c'est une autre mentalité. Ils nous viennent d'un autre temps. On peut citer un exemple. Le retour on a dit qu'on allait, entre guillemets, moderniser l'approche des sécuritaires parce qu'elle est un peu plus politique, etc. On a amené Mahna Djebbar pour coordonner la sécurité avec cette fonction au Conseil de la sécurité. C'est la vision de la lutte contre le terrorisme des années 90. Oui, en tout cas, on peut citer des dizaines d'exemples. Moi, je ne suis pas de ceux qui citent souvent des noms, parce que pour moi, ça n'a jamais été un problème de personne. Sérieusement, c'est une conviction pour moi, c'est un problème de système. Et j'ai toujours considéré que, y compris un certain nombre de dirigeants, à part ceux qui font un peu trop dans l'excès de zèle, eux-mêmes ils sont victimes. Et souvent, ils le payent très cher plus tard. J'ai eu déjà à le dire, je pense, sur Radio M. Je ai dit que nous sommes un des rares pays où que dès que vous quittez le pouvoir, vous disparaissez des radars des médias publics. Chadli était resté vivant pendant une quinzaine d'années après sa démission, mais on n'a pas revu sur les chaînes de télévision publiques ou là sur la radio publique. Donc c'est pareil pour les anciens premiers ministres. On voit comment ils disparaissent des radars et des écrans au lendemain de leur limogeage ou de leur démission. On peut citer Moqdad Sifi, on peut citer Sid Ahmed Ghazali, on peut citer Mouloud Hamrouch, on peut citer y compris Ben Bit, Ben Flis quand il avait quitté. Et c'est pareil pour ces gens-là. Demain, ils vont partir du pouvoir. Ils vont aller faire disparaître des écrans parce qu'on a toujours fonctionné comme ça depuis 1962. Oui. Tout de même. Alors, on sent qu'il y a un consensus sur cette feuille de route de la répression, restaurée, assumée, dans la bouche du président de la République. Mais en même temps, on sent bien que du côté de l'ANP, qui a fait que le président de la République est dans la fonction qu'il occupe aujourd'hui, on sent bien que ça ne va pas. Il y a eu cette cassette, cette vidéo, cette fuite, supposée être de Germet Bounouira, ancien secrétaire particulier de Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, qui a provoqué beaucoup de désordre et qui en fait a rendu compte d'un niveau de conflictualité au sein de l'ANP. Il se confirme qu'elle a été exfiltrée de la prison militaire de Blida, c'est grave, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié de complicité. Elle s'attaque au chef d'état-major, qui est supposé être l'homme fort de l'armée et donc l'homme fort du pays. Et on se rend compte, avec cet épisode, qui a, entre autres, au passage, débouché sur la condamnation à mort du concerné, ce qui est particulièrement grave, on se rend compte que, en fait, rien n'est encore réglé. L'après Bouteflika continue à poser des problèmes sur le front politique, mais l'après Ahmed Gaïd Salah continue de poser des problèmes sur l'armature de ce qui soutient la vitrine politique. Il y a de vraies raisons de s'inquiéter, j'imagine, quand même, Karim Kébir. Absolument. Et puis, d'abord, c'est l'image que nous donnons de l'institution. En tout cas, s'il s'avère que c'est vrai, cette vidéo, parce qu'il y avait des polémiques aussi sur l'authenticité. Mais en tout cas, on n'a jamais assisté
aucun pays où on assiste à ce déballage autour de leur première institution, qui est censée quand même avoir une image d'homogénéité, même s'il y a par ailleurs des divergences peut-être d'approche, peut-être ça peut exister, c'est normal, des divergences sur des orientations, mais de là à avoir sur la place publique des histoires, et qui, de mon point de vue, n'intéressent même pas les Algériens, parce que là, ça tourne au ridicule. Quand on vous raconte des histoires, il a dit, il a fait ça, après il y a des accusations, et nous ne savons pas, ça va dans tous les sens, mais c'est révélateur aussi qu'il y a un immense problème, parce qu'on ne peut pas à la fois parler de danger extérieur, de défis, et donner l'image des institutions qui sont perturbées, et de l'autre côté, réprimer sa propre société dont on a besoin pour constituer, soi-disant, ce qu'ils appellent, eux, un front interne. Donc, c'est révélateur de tout le paradoxe de ce système qui est embourbé dans sa crise. Je crois pour ma part qu'il est complètement désintégré. Là, ils sont en train de faire le forcing pour se reconstituer, mais je crois que la mission est quasiment impossible. Et c'est là où, justement, je vous rejoins, Hassan, et c'est là où il y a le risque qu'ils vont entraîner, dans leur chute, ils vont entraîner l'Algérie. Oui. Est-ce que, encore une question au journaliste, ancien journaliste Karim Kébir, qui se rappelle de la chronique politique du pays, est-ce qu'on a un souvenir d'une crise aussi forte au sein de l'armée? J'essaie de me souvenir quand Betchine a été attaqué, il était l'homme fort de la présidence avec Zaroual. Il y a eu des fuites, dont on pense que c'est les services de Toufir et Ismaël qui avaient organisé ça, c'était passé dans la presse. Bon, ça touchait des ministres, hein, ça a notamment touché Adami, un ministre de la Justice. Plus tard, il y a eu un échange, mais c'est pas... Bon, il y a eu un échange entre l'Amari et... L'Amari a parlé de la gestion du président Bouteflika, donc on ne peut pas dire... Il parlait au nom de l'armée, voilà. Même si Toufik, on ne connaissait pas sa position. Ensuite, il y a eu la crise entre Toufik et Ahmed Gaïd Saleh. Mais si on se souvient bien, est-ce qu'il y a eu un moment où on a atteint ce niveau? Moi, je ne me rappelle pas personnellement. En tout cas, l'armée n'a jamais été exposée comme ça. Enfin, on peut évoquer les coups d'État quand même. Oui, celui qui a marché, celui de 65, et celui qui a échoué, celui de décembre 65. Mais nous n'avons pas... Mais en dehors de ces péripéties... Ça, c'est très lointain. En tout cas, pour ma génération, je ne me rappelle pas. Donc, j'ai lu dans les livres, c'est tout. Mais en tout cas, on n'a jamais assisté à ces déballages. Ou à ces arrestations d'officiers. Oui. C'est-à-dire autant d'officiers qui sont en prison. C'est hallucinant quand même. Le chiffre dépasse la quarantaine, une cinquantaine. Et qui sont en prison. Jamais on a assisté à ces histoires. C'est vrai qu'il y avait l'affaire de Betchine, mais à cette époque-là, le pouvoir, en tout cas civil, celui qui est de façade, il était, j'allais dire, il était mieux représenté. On a l'impression en tout cas que le pouvoir est identifié au niveau des civils, même si par ailleurs tout le monde n'était pas dupe que le pouvoir militaire aussi avait ça. Mais là, cette fois-ci, c'est exposé. L'institution militaire est très exposée depuis le mois de juin 2019. Elle est très exposée et là, ça va dans tous les sens. C'est ce qui est, personnellement, c'est ce qui m'inquiète. Je me dis qu'au train où vont les choses, ça devient franchement inquiétant. Alors, on a pris l'habitude, Mohsen Labès, de voir le président de la République casser les règles de protocole en introduisant le chef d'état-major à son proche voisinage dans différentes circonstances. Et on a bien compris que c'était une manière de dire que l'armée le soutenait et que ça lui permettait de réparer cette carence en légitimité populaire. Mais là, depuis cette histoire, on a quand même, avec la visite de Abdelmajid Tebboune, ministre de la Défense au siège du MDN, on a le sentiment qu'il renvoie l'ascenseur et que c'est lui qui vient soutenir son chef d'état-major. Ça fait un peu solidarité d'un couple qui est en grosse difficulté, chacun de son côté. Moi, je pense que c'est plutôt un signe de faiblesse, de frilosité. C'est une mauvaise manière de communiquer parce que on a l'impression que ceux qui les conseillent d'agir de la sorte se présentent comme des spécialistes de communication et de répondre à l'idée qui est dans le Hirak, dans la société, notamment depuis avril 2019, qui dit qu'il faudra maintenant éloigner l'armée des affaires politiques. Et souvent, nous sommes dans
dans un pays, on dit qu'il y a un conflit entre l'armée et la présidence, donc ces histoires de clans. Ils ont été tellement compliqués par ce débat qui existe dans la société que ces derniers temps, ils en font dans l'excès. Donc assumer la présence... je dirais pas une fois, plus d'une dizaine de fois, maintenant que le chef d'état-major s'est affiché avec le chef de l'État. C'est pareil pour le chef de l'État quand il se déplace au niveau du ministère de la Défense. En réalité, le problème, c'est qu'il a commencé en 2014. De mon point de vue, il a commencé en 2014. C'est à partir de 2014 qu'on a commencé à surexposer l'institution militaire sur la scène médiatique avec, si je me souviens bien, l'arrestation du général Hassan à l'époque, l'affaire Tign-Tourin. À l'époque, moi, de mon point de vue, je pensais que c'était une volonté de l'ancien chef de l'État de dire que voilà, y compris dans l'armée, il y a de la corruption, il y a des malversations, etc. Ça rentrait dans l'élite de l'époque. Mais le fait que ça a continué au-delà de février 2019, moi, ça me pose problème parce que je sais que ça porte préjudice à l'institution. Et surexposer des affaires militaires sur les chaînes de télévision, les radios, la presse en plus, qui les exposent et les concernés eux-mêmes, c'est ceux qui sont censés réfléchir à la manière de préserver cette institution, ça pose un problème. Il n'y a pas de pays au monde dont on surexpose de cette manière l'institution. Y compris en France ou bien aux États-Unis, quand il y a des militaires qui sont cités dans des affaires de corruption ou bien dans des affaires de malversation, on ne fait pas la une de la télévision avec, et surtout pas la une de la télévision publique. Là, moi, je pense que c'est un problème aussi d'incompétence. Il n'y a pas que de l'incompétence, mais c'est aussi un problème d'incompétence. Et bien sûr, ajouter au fait que j'ai dit que c'est des gens qui appartiennent à une génération qui est censée vivre dans les années 60-70. C'est intéressant, Mohsen, d'évoquer l'incompétence. C'est une des clés d'explication, on peut l'accepter. Et de citer Tign-Tourin. Tign-Tourin, c'est peut-être le point de basculement. Il y avait un triangle, tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait un triangle, présidence de la République, Bouteflika, les services Toufir et Ahmed Gad Saleh à la tête de l'état-major, donc de l'armée en tenue. Et ce triangle s'est déséquilibré avec Tign-Tourin parce que Ahmed Gad Saleh a réussi à faire porter la responsabilité de l'échec, on ne le dit pas suffisamment, c'est un immense échec de renseignement de Tign-Tourin, et donc à affaiblir le général Toufir, qui a d'ailleurs été limogé en septembre 2015, c'est-à-dire qu'il n'a en fait pas survécu à l'onde de choc de 2013, sans compter qu'il n'était pas d'accord avec le quatrième mandat. Et depuis, on a le sentiment que cette boîte qui était supposée être compétente, etc., je suis en train de lire l'histoire du MALG et comment on peut accumuler des connaissances dans le renseignement et faire qu'elle soit efficace et tout. On a l'impression que la compétence est beaucoup affaiblie. Et aujourd'hui, on va aller chercher, j'ai cité Blan et le général Mhenna Djebbar. En fait, quand on essaie de reconstituer un peu de compétences, on se retrouve toujours avec la feuille de route répressive et qui continue. Mais pour poser la question clairement, est-ce qu'il y a aussi un problème de compétences, par exemple, sur la question de la communication? On n'expose pas les affaires, les déballages de l'armée de la façon dont ça s'est fait ces dernières années. Le DRS d'avant ne le permettait pas. Absolument. D'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi on avait besoin de faire un décret présidentiel pour instituer la journée du 22 février? On le précise. Maintenant, on a le 4 août en plus. Exactement. C'est-à-dire, pourquoi a-t-on besoin de le préciser? De dire que le peuple algérien est avec son armée. Tout le monde sait que le peuple algérien est avec son armée. Avec son armée, parce que c'est une armée populaire. Les soldats sont issus du peuple. Mais ils ne sont pas avec certains officiers qui font du mal. Ils ne sont pas avec certains officiers qui sont corrompus. Ça, c'est évident. Et quand ils l'ont dit, Dawla Madaniya Macha Askaria, les Algériens ont compris, ont fini par comprendre qu'il y a un sérieux problème. Parce que la gestion telle qu'elle a les affaires telles qu'elles ont été conduites jusqu'ici, ont conduit le pays à l'échec. Donc il est temps de revoir ce fonctionnement du système. Donc je pense que, honnêtement, il y a un sérieux problème, effectivement, de compétences. Bon, est-ce que maintenant, ils n'ont
pas pu renouveler, céder leur place à de nouveaux cadres qui sont, parce que bon, on dit, hein, en tout cas, on n'a pas d'informations, mais on dit nous avons de brillants cadres qui ont fait leurs études dans les écoles américaines, dans les écoles britanniques, françaises, russes et tout ça. Mais quand on voit l'orientation générale du pays, la manière comme on l'a dit d'ailleurs, comment il s'expose aujourd'hui, quand vous voyez un chef d'état-major qui s'expose avec l'équipe nationale, il est tout le temps à côté du président, je n'ai jamais vu un pays où un chef d'état-major s'expose autant. Et pourquoi ce sentiment, ce besoin de s'afficher, si vraiment il n'y avait pas ce problème justement de communication, mais en même temps c'est parce que façon de rejeter toutes les accusations qui ont été brandies par les Algériens. Est-ce que le président du RCD a un commentaire à faire sur l'extension des compétences du HCS, du Haut Conseil de sécurité, et aussi de sa composition d'ailleurs? Non, mais c'est pareil. Pour moi, on ne parle pas plus des hommes, hein, on parle d'une institution maintenant. Là aussi, on est toujours en train de surexposer les affaires militaires sur la scène publique. Souvent, on communique sur des réunions dont on connaît ni l'ordre du jour ni les résolutions. Mais visiblement, ça dissipe sur l'Algérie. Ils se sentent obligés de montrer des images d'un Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni partout dans le monde. Le Haut Conseil de sécurité se réunit exceptionnellement. C'est une exception. Donc, on n'a pas besoin de trop communiquer là-dessus. Et effectivement, y compris par rapport, parce que quand on montre des images, les Algériens vont voir qui est présent. En quelle qualité un certain nombre de cadres sont présents à ces réunions. Vous savez, moi quand je dis un problème de compétence, ça ne veut pas dire que la compétence n'existe pas. La compétence, moi je suis convaincu qu'elle existe à tous les niveaux dans notre pays, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la police, que ce soit. Le problème, c'est que cette compétence, je considère que soit il n'est pas écouté, soit il est marginalisé. En tout cas, il n'accède pas à la responsabilité, au centre de décision. Je suis sûr qu'ils font le rapport, je suis sûr qu'ils essayent d'orienter, mais ils ne sont pas écoutés parce qu'il y a un problème de génération. Ils ne se comprennent pas, il y a un problème de communication entre les deux. C'était le point de vue de l'Erdéli, j'en profite pour en parler, un militaire qui portait un point de vue différent sur comment l'Algérie devait être gérée et qui approchait beaucoup la question sous l'angle générationnel. Il disait, notamment avec la génération qui avait fait la guerre d'indépendance, il disait que c'était difficile. Bon, enfin, il a payé. Enfin, chez moi, on n'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi il est en prison. Qu'il est toujours en prison, condamné à 4 ans ferme, si je ne me trompe pas. Hein. Son procès pour bientôt. Pour bientôt, oui. J'espère que ça se débloque. Alors, le président Majid Tebboune a décrété 2012 comme année du décollage économique. Ça démarre très mal. On a des chaînes des Algériens autour de produits essentiels, les produits laitiers, l'huile. Je ne parle pas des pénuries de l'été dernier qui ont été dramatiques, notamment celle de l'oxygène en plein troisième vague du Covid. Bon, on a le sentiment que c'est parce qu'on a voulu serrer beaucoup le boulon de la ceinture des importations. On les a baissées en dessous de 34 milliards en 2021. Elles étaient à 46 en 2018. 46, donc c'est quand même important comme réduction. Mais ça coûte très cher. Est-ce que tu as, Karim Kébir, le sentiment qu'on n'a pas bien pesé les conséquences d'une telle politique? On a un ministre du Commerce qui nous vend toujours l'idée que les pénuries ne sont pas là, mais qui en même temps continue de serrer. C'est impopulaire, les pénuries. On ne se rend pas compte. Dans l'histoire de l'imaginaire collectif algérien, les pénuries, c'est octobre 85, c'est 88, c'est beaucoup les pénuries. Hein. On ne se rend pas compte. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Parce que tout simplement, on prend le problème du mauvais bout. Au lieu de chercher après 2022, plutôt après le 22 février, avec l'émergence de tout ce fabuleux mouvement, au lieu de chercher à tisser, à engager des négociations, à ouvrir, à laisser les gens débattre, pour gagner cette confiance, pour voir l'émergence de nouvelles figures, justement, pour aspirer à avoir de nouveaux dirigeants et tout ça, ils ont pris le chemin inverse. Ils sont toujours dans des calculs d'épicier. Ils misent sur la remontée du pétrole, sur les prix du pétrole, et essaient encore une fois de reproduire les mêmes procédés. Essayer de distribuer des logements, acheter de la paix sociale, et c'est tout. C'est la seule recette qu'ils ont. Donc je ne pense pas qu'il
qu'ils ont une stratégie ou, comme ils disent, il y aura du décollage économique parce que tout est imbriqué. Vous ne pouvez tout de même pas appeler, chercher à attirer des investisseurs dans votre pays quand au même moment vous décrétez qu'il y a dans le pays des Algériens qui sont versés dans des organisations terroristes. Et il y a quelque chose d'hallucinant. Vous ne pouvez pas quand même parler de l'amélioration du climat d'investissement et du climat des affaires quand on entend chaque jour qu'on entraîne des gens pour des affaires de corruption et Dieu sait que tous les procès qu'ils ont intentés pour certains responsables n'est qu'une infime partie de l'étendue et de l'ampleur de la corruption. Donc personnellement, je ne vois pas de stratégie. Seulement, c'est des petits calculs d'épicier basés sur les recettes du pétrole. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer à essayer, en tout cas, de présenter leur fait économique. L'Algérie a fait sa première balance commerciale positive depuis 2014. Cette année, en 2021, il y a un petit excédent. Est-ce que c'est ça le cap qu'il faut avoir? Parce tous les industriels le disent, mais pas seulement. Les citoyens qui n'arrivent pas à trouver certains produits de première nécessité. Je ne parle pas des véhicules, maintenant on a pris l'habitude depuis 3 ans. Est-ce que c'est un choix qui peut être soutenu, Massem Abbas? Moi, je pense que nous sommes dans un pays où, depuis pratiquement décembre 2019, il n'y a plus de gouvernance, s'agissant des affaires économiques. J'ai même l'impression qu'il n'y a plus de Premier ministre. D'ailleurs, c'est la première fois où on cumule celui qui est censé être Premier ministre, il cumule le portefeuille de ministre des Finances. Mais il est plus ministre des Finances que Premier ministre. On voit qu'il n'y a pas de communication entre le chef de l'État. C'est pas la première fois que ça arrive, mais peut-être que ça va être la première fois où c'est aussi improductif. En tout cas, vous savez, dans les questions économiques, pour moi, ce n'est pas une question de chiffres seulement qui sont avancés par des experts. Moi, je fais de la politique, j'essaie d'analyser une situation. Quand j'ai affaire à un gouvernement qui, depuis un peu plus de 2 ans, je ne parle pas spécialement du Premier ministre actuel, quand je dis gouvernement, c'est le gouvernement de M. Tebboune, qui nous promet un cahier de charges pour l'importation des véhicules et qui est capable, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de le produire. Ce n'est pas très compliqué quand même un cahier de charges. Plus de 200 points, ça ne convainc personne, ni l'investisseur, ni le citoyen lambda. Quand je vois les images, en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur les visages d'un certain nombre de citoyens dans la wilaya de Bouch-Bati Makhta, parce qu'il est devenu wilaya depuis un certain temps. Ils ont manifesté devant le siège de ce qui est censé être le siège de la nouvelle wilaya. Mais on lisait chez eux un sentiment de délaissement. Ils sont délaissés par l'État. Ils parlent effectivement de ces pénuries. Parce que si, au niveau du centre, on parle plus de la crise de l'huile, de la crise du sucre et aussi de la crise du lait, mais chez eux, c'est général. Il n'y a pas que l'huile. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le gaz. Donc, c'est pas un problème d'école. Donc, on ne peut pas dire, quand on voit ce genre d'image, qu'il y a une gouvernance. Ce n'est pas vrai. Maintenant, les chiffres qu'annoncent un certain nombre d'experts, oui, mais il faudra essayer de les comparer par l'année d'avant, l'année passée. Il faudra essayer de comparer, je pense qu'il faudra revenir jusqu'à 2018 peut-être, pour voir quel est le bon qui a été fait par notre économie. La réalité, c'est que l'entrepreneur algérien n'a plus le courage d'investir son argent dans son pays. Il attend de meilleures conditions pour partir. Il y a l'exemple de comment il s'appelle. Pour partir ou pour investir? Partir et investir, les deux. On peut prendre l'exemple de Mellah. On ne peut ni partir ni investir. Non, malheureusement. On parle de Nabil Mellah. Le gars de Mérina, si je me souviens bien. C'est le sponsor du Café Presse Politique. Ça fait quand même un certain nombre de mois, voire d'années qu'il est en prison, il n'a pas été jugé. Il est en prison depuis le 9 mai 2020. Mais ça n'encourage pas l'investisseur.
Ça n'encourage pas. On nous parle d'un certain nombre de pénuries. Moi, je ne crois pas qu'il y a pénurie sur l'huile, parce que quand on sait que l'huile, elle est produite par plusieurs entreprises ici en Algérie, et ces derniers temps, les plus connus, c'est les anciennes entreprises de Coninel qui ont été, je ne sais pas, est-ce qu'à racheter ou bien vendues à des PIV. Donc, ils produisent à plein régime. Donc, je ne crois pas qu'il y a pénurie. Je crois qu'il y a une mauvaise absence de gouvernance. C'est pareil pour le sucre il est produit en Algérie. Oui. Peut-être il y a un problème avec le lait, dont on sait que la poudre elle est importée depuis tout le temps. Effectivement, la réduction des importations a impacté la production locale en lait. Mais c'est pas valable. Cet argument n'est pas valable pour les huiles et pour le sucre. Mais le vrai problème, parce que souvent, on oblofe l'augmentation des prix du baril. Ça rassure un peu les citoyens parce qu'ils pensent que dès qu'il y a augmentation du prix du baril, on va avoir de meilleures conditions sociales dans le pays, il va y avoir meilleure disponibilité des produits. Ce n'est pas vrai. Quand il n'y a pas d'initiative économique au niveau local, quand il n'y a pas d'entrepreneurs qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, c'est pas vrai. On a beau augmenter les prix du baril, gagner un peu plus en termes d'emploi, ils vont être absorbés, dépensés dans le fonctionnement des structures de l'État d'ailleurs. Moi, je suis sûr que même la nouvelle date qui a été annoncée par le chef de l'État s'agissant de la fête nationale de l'armée va coûter de l'argent. Voilà. Alors, est-ce que la gouvernance, c'est peut-être un terme fort, il n'y en a plus depuis 2019, gouvernance économique. En règle générale, dans la gouvernance économique, c'est plus ou moins les prérogatives du Premier ministre, en règle générale. Deux questions, Karim. Est-ce que Ben Abdelrahman a été choisi par Tebboune? Et si c'est le cas, est-ce que Tebboune soutient encore Ben Abdelrahman, le Premier ministre, pour ceux qui ne se souviennent pas qu'il est Premier ministre? Honnêtement, ce n'est pas évident de répondre à cette question. D'abord, on ne sait même pas comment on choisit les Premiers ministres et d'où est-ce qu'on réussit à les trouver. Moi, ce que je peux noter Gérard a été choisi par la reine de Suède. Moi, ce que je peux noter en tout cas, c'est que c'est l'une des victoires d'ailleurs du Hirak, c'est qu'il a réussi à faire une certaine décantation. C'est-à-dire l'essentiel, en tout cas de l'élite, qui a certaines convictions, il n'arrive pas à les capter. Ce n'est plus comme avant. Parce que, quoi qu'on en dise, même au pire moment où il y avait le terrorisme, dans les années 90, on a eu les meilleurs ministres, on a eu des grandes compétences. Parce qu'il y avait cet espoir qu'on va aller vers un changement. Il y avait des perspectives. Durant la période Bouteflika, il y avait de bons ministres aussi, même si par ailleurs ils ont versé dans la corruption. Karim, tu es en train de nous dire que Ayman Ben Abdelrahman est un Premier ministre au rabais. Au rabais, je suis incapable, parce qu'il est spécialiste des finances, moi je ne m'y connais pas, donc je ne peux pas le juger de ce côté-là, mais je suis sûr qu'il fait partie de ce qu'on appelle les intellectuels organiques, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'est laissé, il a intégré en tout cas le gouvernement pour travailler tout en sachant au fond de lui-même que beaucoup de choses ne peuvent pas réussir faute d'un changement profond du système. Donc c'est un peu une gestion des affaires courantes. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il ne peut pas aller au-delà de ce que lui dictent ceux qui l'ont nommé de faire. Donc c'est ça le véritable problème. Et c'est valable pour les autres ministres. On leur laisse une petite marge là où ils peuvent évoluer, mais au-delà, ils ne peuvent rien faire parce que tout ce qu'ils doivent faire, il est lié à des réformes très très profondes, qui sont des réformes politiques, des réformes économiques, des réformes sociales, et qui peuvent être déchirantes, et ça, ils le refusent. Alors, tu as prononcé le mot réforme. Une dernière question pour clôturer ce chapitre et aller vers la fin de cette émission. Ben Abdelrahman Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, essaie de se présenter un peu comme l'homme des réformes. Il a introduit dans la loi de finances cette tentative de réformer le système de subvention universelle, qui sera mis en application plus tard, mais il a introduit la possibilité de le faire. Il a défendu le rapport de la Banque mondiale qui dit que l'Algérie aura plus de difficultés à faire face à un deuxième choc par rapport à celui de 2018. Et donc, et en contrepartie, on a la présidence qui le ramène à l'ordre. Enfin, on imagine bien que c'est l'APS qui a attaqué sur instruction de la présidence, que c'est sur instruction de la présidence que l'APS a attaqué le rapport de la Banque mondiale. Et sur le dossier des subventions, il a été désavoué par Abdelmadjid Tebboune.
Et donc on a un peu le sentiment que finalement, y compris sur le dossier de cette gouvernance économique, si on n'en a pas, c'est parce qu'on l'a confié à un goulot d'étranglement qui est à la présidence de la République. Ça a toujours été ainsi dans notre pays, mais c'est pas effectivement, la situation s'est aggravée. Moi, je ne pense pas que Emine Abdelrahman, parce que malgré tout, il fait partie de la nouvelle génération, en tout cas d'après les informations qu'on a collectées sur son parcours. Donc, je suppose qu'il a un certain nombre de compétences avérées dans son domaine. Oui, mais je sais que le problème dans notre pays, quand on empêche un Premier ministre d'aller dans un plateau de télévision, quand on empêche un Premier ministre d'utiliser la tribune de l'Assemblée nationale dans des conditions comme celle-là, quand on empêche ceux qui fait office d'Assemblée nationale en ce moment d'organiser un débat parlementaire sur ces pénuries, sur la relance économique, etc., en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous empêchez la contestation sociale, qui est utile quand on veut relancer son économie, quand vous ignorez le syndicat, il y a des syndicats y compris la tripartite, on l'a abandonné depuis, y compris avec le syndicat maison. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc vous avez beau avoir un technocrate qui a un certain nombre de compétences, mais vous lui avez... en fait, c'est comme pour les partis politiques. On a beau avoir un agrément, mais je suis empêché d'organiser un meeting au niveau de la salle Hacha, je suis empêché d'organiser un congrès au palais des congrès parce que pour les réserver à la nomenclature, je suis empêché de passer à la télévision publique. Alors, c'est pareil pour le Premier ministre, c'est pareil pour un certain nombre de cadres qui peuvent faire un certain nombre de choses. Oui. On va finir avec la question que je vous avais promis au début. On est en plein quatrième vague, elle est sérieuse, elle touche énormément de monde. Les hôpitaux commencent à approcher du seuil de saturation. Nous avons tenu cette émission en maintenant nos bavettes de protection. Est-ce que vous pensez que comme les Tunisiens et comme les Marocains qui ont fermé leurs frontières, le gouvernement tarde à prendre des mesures pour protéger les Algériens? Je pense notamment par exemple à la restauration d'un couvre-feu ou à la fermeture des espaces clos où le virus peut circuler beaucoup? Ou est-ce que vous considérez que c'est trop tard, que c'est en train de partir très vite et que de toute façon ça ne servira à rien, ça ne fera que atteindre l'activité économique? En tout cas, ils ont eu toute la latitude de voir l'évolution de la situation depuis le début. Donc, au début, ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils ne savaient pas. Donc, il y avait quelques ratages au début. On a vu comment on est arrivé jusqu'à la crise de l'oxygène. Après, bon, soi-disant, ils ont essayé de tirer des leçons. Donc, ils se sont mobilisés. Ils ont essayé de mettre des moyens et tout ça. Mais le problème fondamental, ce n'est pas justement dans les moyens, c'est dans le fait que leur discours n'arrive pas à convaincre. Ils n'arrivent pas à convaincre les gens. Et là, on parle encore de la crise de confiance. Regardez, depuis quand ils ont ramené ça fait plus d'une année maintenant qu'on a, soi-disant, annoncé le début de la vaccination. On est à combien aujourd'hui la vaccination? Les Algériens refusent toujours 28%. Et les gens refusent toujours de se faire... Pourtant, ils nous avaient annoncé qu'il faut qu'on arrive à 70%. Pratiquement tous les pays du monde, ils ont dépassé en tout cas le 50%. On est parmi les rares pays où... Parce qu'on a utilisé Abdelmajid Tebboune comme influenceur. Parce que la vaccination, exactement, et ça ne marche pas. Et donc il y a un problème de confiance. Donc aujourd'hui, et je ne pense pas qu'ils ont les moyens d'aller à des mesures encore plus restrictives. On va continuer à évoluer comme ça évolue actuellement. Donc toujours le tapage médiatique autour de la nécessité du respect du protocole, les gestes barrières et tout ça. Éventuellement, ils peuvent imposer le pass dans certains espaces, les grands centres commerciaux, l'administration, les postes et tout ça, mais sans plus. Mais de là à les fermer, je ne pense pas qu'ils puissent avoir même pas comme au mois de juillet, fermer couvre-feu 10 heures, personnellement, je ne pense pas. Avec les restaurants qui ne peuvent servir que dehors, etc. Ils sont sous pression. Il y a déjà les conséquences qui se font ressentir. On a vu déjà... Même aujourd'hui, ça s'aggrave avec les pénuries. Donc, je ne pense pas qu'ils ont cette latitude d'aller à des En juillet, ils ont fini par reprendre des mesures quand il y a eu la crise de l'oxygène. Je ne crois pas
que ce soit une question de couvre-feu. Je n'ai jamais cru à cette démarche comme solution à la CAISMA, y compris durant cette pandémie. J'ai toujours pensé que c'était d'abord une affaire de communication. Nous n'avons pas communiqué sur le Covid parce que nous avons empêché le débat contradictoire. Là aussi, nous n'avons pas eu affaire à des plateaux de télé entre spécialistes déjà, ou bien des conférences de presse où le Premier ministre vient faire un certain nombre. On n'a pas eu ça. Tout le monde, tous les pays du monde ont pratiquement ont eu cette façon de communiquer qui a fait qu'un pourcentage important de leur population sont allés se vacciner. On voit très bien que le pouvoir algérien, sur 3 ans, il n'a réussi qu'à atteindre 28% de personnes. Et encore, les chiffres, moi, je doute un peu de la véracité des chiffres, d'autant plus qu'on sait très bien. On parle de 6 millions de doubles doses et 7 millions avec une seule dose. En tout cas, c'est pas très crédible. Nous sommes dans un pays, on le sait très bien, on a toujours caché la vraie information sur les contaminations et sur les décès. Ça, c'est tout le monde qui l'a constaté. Ça c'est avéré. Ça, on n'en parle même plus. Moi, je dirais plus que s'agissant des vagues qu'a connues l'Algérie, je suis plutôt de tendance à dire qu'on est dans la 5e ou la 6e vague parce qu'on a fait le choix de ne pas parler de la 4e vague qui a coïncidé avec les élections locales, bien sûr. Beaucoup d'experts le disent dans les coulisses. Oui. Nous sommes à la 5e vague, voire à la 6e vague. Donc, quand on gère une crise telle que celle-là par... on empêche le débat. Encore une fois, ça ne peut pas être une démarche saine, ça ne peut pas être une démarche, y compris d'ailleurs pour le pass sanitaire, c'est trop tard. Parce que maintenant, dans les pays qui ont dépassé les 50%, les 60%, les 70%, le débat il a avancé. Ils vous disent que finalement, le pass sanitaire ne sert à rien à partir du moment où on exige de quelqu'un qui a été vacciné deux fois d'aller se vacciner une 3e fois. Bientôt, ils vont nous parler de la 4e dose. Donc, le pass sanitaire, ce n'est plus une solution. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission que j'ai animée à la place de mon collègue et ami Khaled Darni, qui sera, je l'espère, très probablement de retour parmi nous la semaine prochaine. J'en profite pour remercier tous les contributeurs qui nous ont permis de réunir la dotation du prix Ali Bey Boudoukha, les 5 000 € que nous avons demandé sur la plateforme KissKissBankBank. Merci à vous tous, vous êtes 105 et vous nous avez permis de dépasser cette dotation et donc de pouvoir la remettre aux lauréats de ce 4e prix. Restez avec nous, nos programmes continuent sur les différents canaux. Yatekum Saha et à très bientôt. Protégez-vous.